Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques en abrégé. « 1830 » traduit de l'allemand par Maurice de Candillac, sur le texte établi par Friedhelm Niccolin et Otto Pogaler. Cette œuvre apparut en 1870 et seulement en 1907 l'ouvrage de la phénoménologie de l'esprit suivit. De 1832 à 1845, l'Association des Amis du Défunt ont procuré l'édition complète en 20 volumes. Ce travail a été relégué à l'arrière-plan durant une longue période, tentative d'Hegel d'élaborer un système total. L'ouvrage doit sa forme caractéristique au but déterminé que l'auteur s'est proposé et une méthode d'enseignement qui n'a plus cours. Influence extraordinaire des cours de Hegel. L'encyclopédie est un précis qui puisse servir de base à ses cours. Fruit mûr d'une croissance. Hegel a 47 ans. C'est sa première œuvre, occasion d'exposer complètement le système de sa philosophie. Depuis sa jeunesse, il a conscience de la tâche qui lui incombe de constituer la philosophie en système. De formation scientifique, il est poussé vers la science, puis son idéal prit la forme d'une réflexion qui se transforma en système. Hegel parle de ce qui lui tient à cœur, la réconciliation d'un temps en lui-même déchiré. Hegel dénonce une déchirure interne sur le plan politique et religieux. Il tente une réconciliation englobante. Il dénonce, dans un écrit polémique publié de façon anonyme, l'oligarchie alors en vigueur à Berne dans les lettres confidentielles de l'avocat vaudois Carte. Hegel cherche dans la science quelque chose d'ultime et de suprême. Par science, on entend philosophie, pensée spéculatif, l'ultime réconciliation étant la vie, l'amour, l'esprit. Il attend de la religion la vraie réconciliation, le dépassement de toute séparation, l'élévation de l'homme. Pour que naisse un savoir spéculatif, il faut que la réflexion s'unisse au sentiment. Lorsque disparaît de la vie de l'homme la force unitive et que les oppositions ont perdu leur relation vivante, lorsqu'elles sont devenues autonomes, alors naît le besoin de la philosophie. C'est dans ce sens que la réflexion doit être l'instrument de l'acte philosophique. La phénoménologie de l'esprit n'est que la première partie du système intégral de la science. Cette pensée dialectique est constituée en méthode scientifique. Hegel s'explique en parlant d'un besoin pour la philosophie, que le savoir soit science et une nécessité interne qui réside en sa nature. La seule explication est la description détaillée du système philosophique lui-même. Pour Hegel, l'esprit doit dépasser la réflexion non substantielle, captive d'elle-même. La tâche du philosophe est de concilier dans une unité supérieure. Il manque l'extension et la spécification du contenu. La force de l'esprit n'est pas plus grande que son expression. L'ultime et le suprême, l'idée active ou l'esprit absolu, s'explicite dans le penser lui-même. Le système réflexif, tel que Hegel l'exige pour la philosophie, participe à l'ipso-communication de l'absolu. La religion ne saisit l'absolu que sous la forme de la représentation, car elle situe cet absolu en face d'elle comme une réalité objectale. La forme absolue que réclame la teneur absolue ne sera donnée que par le savoir absolu. Cette structure ultime est indépassable de l'esprit. Le travail théorique réussit mieux dans le monde que le travail pratique. Hegel a consacré beaucoup de temps et d'efforts à l'élaboration encyclopédique de son système. Il présentera au public un abrégé fil conducteur de ses cours. Il déplore que s'être laissé entraîner à entrer dans trop de détails. Une encyclopédie doit se limiter aux principes et aux concepts fondamentaux, ordonner les disciplines selon leur corrélation nécessaire, déterminées par leurs concepts. Au départ, la philosophie porte sur les mêmes objets que la religion, l'une et l'autre ont pour objet la vérité, dans le sens le plus élevé où Dieu est la vérité, et seul est la vérité. C'est le propre de l'acte libre de penser de se placer dans la perspective où le penser est pour lui-même et s'engendre à lui-même, se donne son objet. Hegel traite de la situation du penser à l'égard de l'objectivité, la pensée objective, objet absolu de la philosophie. L'expression de pensée objective désigne la vérité, censée être l'objet absolu, non seulement la fin de la philosophie. Hegel écrit qu'avec Kant, c'en est fini de la métaphysique et qu'il veut admettre ce qu'il veut admettre.
Hegel veut rendre proprement son âme à la vie spirituelle de son peuple. Il veut développer cette conception dans sa totalité. Hegel dit que le système est un syllogisme. Le syllogisme est le rationnel et tout le rationnel. La science comprend le sentiment et la croyance, mais elle ne saurait être appréciée qu'à partir du concept, en tant qu'elle repose sur lui. Hegel cherche le système achevé, intégral. Ce système fait place à l'homme et à son rapport avec la substance. L'histoire de la philosophie est l'histoire de la découverte des pensées sur l'absolu, lequel est son objet. Ce qui est rationnel est effectif et ce qui est effectif est rationnel. La logique est la science de l'idée pure, de l'idée dans l'élément abstrait du pensée. Science difficile car elle a affaire à de pure abstraction. L'utilité de la logique concerne son rapport avec le sujet. Le premier inconditionné considéré est l'âme. Le bon but final du monde est déterminé comme n'étant que notre bon, la loi morale de notre raison pratique. L'être pur constitue le commencement, pure pensée, la vérité de l'être comme du néant et leur unité. Cette unité est le devenir. L'être en devenir, de même que le néant, qui ne fait qu'un avec l'être, ne sont que des réalités épanouissantes. Le résultat est la présence. L'être pour soi est immédiateté, relation du négatif à soi-même. L'essence n'en est à elle-même que pure identité et apparence. Le fondement est l'unité de l'identité et de la différence. L'essence est paraître et médiation. L'existence est l'unité immédiate de la réflexion en soi. La matière est la réflexion abstraite ou indéterminée. L'essence ne peut qu'apparaître, le paraître est le phénomène. L'effectivité est l'unité devenue immédiate de l'essence et de l'existence ou de l'intérieur et de l'extérieur. Le nécessaire est en lui-même un rapport absolu, le processus développé. La substance est cause. Face à l'acte par lequel elle passe à l'accidentalité, elle est réfléchie en elle-même, res, originaire. La substance possède la détermination de l'autonomie absolue. L'effet est distinct de la cause comme tel, il est un être posé. Cette vérité de la nécessité est la liberté et la vérité de la substance est le concept. Le concept est la vérité de l'être et de l'essence. Le concept est ce qui est libre, puissance substantielle, totalité. Le jugement est le concept dans sa particularité comme relation qui en différencie les moments. Dans le jugement abstrait, le singulier est l'universel, le sujet est immédiatement concret, le prédicat est l'abstrait. Le jugement immédiat est le jugement de présence. L'objet est un être immédiat de par son indifférence à la différence. L'objet est la contradiction absolue entre la parfaite autonomie du diversifié et sa non moins parfaite non-autonomie. Le but réalisé est l'unité posée du subjectif et de l'objectif. L'idée est ce qui est vrai auprès d'eux et pour soi. L'unité absolue du concept et de l'objectivité. L'idée peut être saisie comme la raison, signification philosophique propre. L'idée est essentiellement un processus car son identité n'est identité absolue et libre que dans la mesure où elle est l'absolue négativité et où elle est dialectique. L'idée immédiate est la vie. Ainsi, la vérité du bon est posée, unité de l'idée théorique et de l'idée pratique. La marche progressive est le jugement posé de l'idée, la nature et l'idée sous la forme de l'altérité. La nature est à considérer comme un système de niveaux, chacun d'entre eux procédant nécessairement de l'autre et représentant la prochaine vérité de celui dont il est le résultat. La nature est un tout, vivant. Vie qui se promeut à l'existence de l'esprit, vérité, but final de la nature et vraie effectivité de l'idée. Les dimensions du temps sont le devenir comme tel de l'extériorité et la dissociation de ce devenir dans les différences de l'être en tant qu'il est l'acte de passer dans le néant et du néant en tant qu'il est l'acte de passer dans l'être. La chute est le mouvement relativement libre posé par le concept du corps, phénomène de sa propre gravité immanente. La gravitation est le concept véritable et déterminé de sa corporéité matérielle, lequel est réalisé en idée. La forme apparaît selon ces différences dans les déterminations idéales de l'espèce. L'obscur, qui est le négatif de la lumière, et l'opposition face à l'idéalité abstraitement identique de cette lumière. Le processus de la Terre ne cesse d'être attisé par un soi universel, par l'activité de la lumière, par son rapport originel au Soleil et la position de la Terre, les saisons, par rapport au Soleil. Les corps se tiennent en relation selon leurs particularités déterminées avec les éléments. Le processus réel se réfère en même temps à la différenciation chimique. Le processus est la vitalité qui se décompose dans les processus. Le vivant est la puissance universelle de sa nature extérieure. Dans l'âme s'éveille la conscience, qui
qui se pose comme une raison. Le devenir de l'esprit s'est effectué en tant que l'esprit est la vérité de la nature. Le sentir absolument parlant est la seule participation vitale de l'esprit individuel dans sa vitalo-corporéité. En tant qu'elle est individuelle, l'âme est exclusive, absolument parlant, et elle pose la différence en elle-même. La vie affective, en tant qu'elle est une forme, un état de l'homme conscient de lui-même, cultivé, lucide, est une maladie dans laquelle l'individu a un comportement non médiatisé à l'écart de son propre contenu concret. Somnambulisme magnétique. Que l'âme se transforme pour devenir l'être universel abstrait et qu'elle se réduise, ce que les sentiments et aussi la conscience ont de particulier, à une détermination. Voilà ce qu'est l'habitude. La conscience constitue le niveau de la réflexion, du rapport de l'esprit, le niveau où il se trouve lui-même à titre de phénomène. La fin à laquelle tend l'esprit en tant qu'il est conscient, c'est de rendre ce sien phénomène identique à son essence, d'élever la certitude qu'il a de lui-même au rang de la vérité. La conscience est la conscience immédiate, relation à l'objet. La conscience de soi universelle est le savoir affirmatif de soi-même dans l'autre, soi, donc chacun, comme libre singularité a une autonomie absolue, mais en vertu de la négation de son immédiateté ou de son désir, ne se différencie pas de l'autre, quelque chose d'universel et d'objectif, et possède l'universalité réelle à titre de réciprocité sur un monde tel que dans l'autre soit libre. Il se sait reconnu et s'est reconnu pour autant qu'il reconnaît l'autre soi et le sait libre. L'âme est finie pour autant qu'elle est déterminée immédiatement par nature. La finitude de l'esprit consiste en ce que le savoir ne saisit pas l'être auprès d'eux et pour soi de sa raison. L'acte par lequel l'esprit progresse est un dépassement et un développement dans la mesure où son existence, le savoir, rend elle-même pour teneur et pour but l'être déterminé auprès d'eux et pour soi, le rationnel. La fin de l'esprit est de produire la plénitude objective et par là, en même temps, la liberté de son savoir. La conscience a pour objet l'âme naturelle. La voie de l'esprit est d'être théorique, avoir affaire au rationnel comme à sa déterminité immédiate, et aussi d'être une volonté, un esprit pratique qui a pour seul contenu le sien. L'esprit subjectif est productif, mais ses produits sont formes. Dans l'esprit théorique, l'intelligence se trouve déterminée, mais autant que savoir, elle consiste à poser ce qu'elle a trouvé comme lui appartenant à propre. Le savoir formel de la certitude, étant donné que la raison est concrète, s'élève jusqu'à un savoir déterminé et conforme au concept. L'esprit en tant qu'âme est naturellement déterminé en tant que conscience. Il est en rapport avec cette déterminité comme avec un objet extérieur. Le sentiment est une affection déterminée. L'intelligence, unité concrète, consiste à être intériorisée et remémorée en elle-même, éveil à elle-même. L'intelligence, à titre d'attention, en est le temps et l'espace. L'intelligence active est la faculté d'imaginer, reproductive, l'image naissant de l'intériorité propre du jeu. Dans l'imagination, l'intelligence s'achève en une intuition de soi. L'intuition est une image qui a reçu en elle une représentation autonome de l'intelligence en tant qu'âme, sa signification. Cette intuition est le signe. Le perfectionnement du langage parlé reste dans la plus précise corrélation avec l'habitude de l'écriture alphabétique qui seule permet au langage parlé d'atteindre à la déterminité et à la pureté de son articulation. L'imperfection du langage parlé chinois est bien connue. Un grand nombre de ces mots ont plusieurs significations tout à fait diverses, jusqu'à 20. Et si bien qu'à l'audition, la différence ne devient sensible que grâce à l'accentuation, à l'intensité, à la manière de baisser la voix ou de crier. Ridicule méprise des Européens qui commencent à parler le chinois. L'écriture hiéroglyphique naît de l'analyse préalable de la représentation. Leibniz l'a tenue pour supérieure à l'écriture alphabétique. L'exigence fondamentale de tout langage est celle du nom. Aptitude à l'abstraction dans l'écriture hiéroglyphe. Le nom en tant que liaison entre l'intuition produite par l'intelligence et sa propre signification. L'intériorisation remémorante de cette extériorité est la mémoire. Le nom est la res, comme elle se trouve présente et comme elle a validité dans le domaine de la représentation. Pour être la res, l'objectivité vraie, ce qui est à titre de nom a besoin d'un aliud de la signification de l'intelligence qui exerce une activité représentative. L'intelligence est reconnaissante. L'intelligence est pour elle-même auprès d'elle-même connaissante. Son produit,
La pensée est la reste simple identité du subjectif et de l'objectif. Le penser de l'intelligence consiste à avoir des pensées. L'intelligence s'approprie la détermination immédiate et à présent, une fois achevée, la prise de possession dans sa propriété. L'intelligence qui a le savoir d'elle-même comme de quelque chose qui détermine le contenu, lequel n'est pas moins le sien qu'il n'est déterminé comme étant et vouloir. La vraie liberté, en tant que bonne mœurs, consiste en ce que les buts du vouloir ne sont pas subjectifs, égoïstes, mais sont un contenu universel. Le sentiment pratique implique le devoir-être, son ipso-détermination, relation entre le besoin et la présence qui est le sentiment, tout subjectif et superficiel, de l'agréable et du désagréable. En parlant du mal, on n'entend que le désagréable et la douleur. Le mal n'est rien d'autre que l'inadéquation de l'être au devoir-être. La finitude de la vie et de l'esprit relève de leur jugement, à lieu de rejeter hors d'eux. Dans ce qui est mort, il n'est mal ni douleur, car le concept en la nature inorganique n'entre pas en opposition avec sa propre présence. Le devoir-être pratique est un jugement réel. Le traité des tendances, des inclinations et des passions est la doctrine des devoirs dans l'ordre du droit, de la morale et des bonnes mœurs. Le sujet est l'activité qui consiste à satisfaire les tendances. Le vouloir se situe comme simple subjectivité du pensée, il est vouloir réfléchissant. À titre de libre arbitre, le vouloir est libre pour lui-même en tant qu'il est négativité de l'acte par lequel il se détermine lui-même de façon immédiate. Il est réfléchi en lui-même. La vérité des satisfactions particulières est la satisfaction universelle qui s'assigne pour but comme béatitude le vouloir pensant. La béatitude est l'universalité du contenu seulement représentée, abstraite, et qui doit seulement être. Le vouloir effectif est libre et l'unité de l'esprit théorique et de l'esprit pratique. Le vouloir n'a cette détermination universelle que comme son objet et son but, en se pensant, en sachant ce concept qui est le sien, en étant vouloir comme libre intelligence. L'idée n'apparaît que dans le vouloir, lequel est un vouloir fini, mais l'activité consistant à la développer et à poser à titre de présence son contenu qui se déploie, présence qui, comme présence de l'idée, est effectivité, esprit objectif. L'esprit objectif est l'idée absolue. La liberté est sa détermination et son but intérieur. La finalité de ce vouloir est de réaliser son concept, la liberté sous l'aspect extérieurement objectif. Cette réalité absolument parlant à titre de présence du vouloir libre est le droit pas seulement juridique mais englobant la présence de toutes les déterminations de la liberté. L'esprit dans l'immédiateté de sa liberté est un singulier, il est une personne. Le droit, en tant que présence de la liberté dans l'extérieur, entre dans une pluralité de relations avec cet extérieur. La différence entre la béatitude et le bonheur est que l'une est représentée comme une présence immédiate, l'autre comme justifiée dans sa relation à la moralité. Ce qui est bon est assurément l'universel de la volonté. Les bonnes mœurs sont l'accomplissement de l'esprit objectif. La substance qui se sait libre a une effectivité comme esprit d'un peuple. La substance est l'unité absolue de la singularité et de l'universalité de la liberté, l'effectivité de chaque singulier. L'État est consciente d'elle-même, la substance des bonnes mœurs, l'union du principe de la famille et de celui de la société civile. Cette même unité est dans la famille comme sentiment d'amour, essence de l'État. L'essence de l'État est l'universel, le rationnel du vouloir. Son ouvrage consiste dans une relation avec l'extrême de la singularité, en conservant les individus comme personnes et en favorisant leur bonheur. Chacun prend soin de lui-même, protège sa famille, et à titre de puissance libre, l'État conserve la société civile dans une substantielle immanence. Les lois énoncent les déterminations de contenu de la liberté objective. Les lois sont un but final absolu et l'ouvrage universel. La garantie d'une constitution, la nécessité que les lois soient rationnelles et que leur effectuation soit assurée, réside dans l'esprit du peuple tout entier. La véritable religion n'est que des bonnes mœurs devenant conscientes de la libre universalité. La philosophie se détermine comme un connaître de la nécessité du contenu de la représentation absolue. L'homme, au sens élevé, est difficile à trouver. Hegel, Encyclopédie,
des sciences philosophiques en abrégé. Merci.